Je vais essayer de vous parler de prix de médicaments, version prix et puis version un petit peu aussi personnes âgées. Alors, je ne suis pas du CHU de Grenoble, je suis de la MUT, donc un établissement que vous connaissez où j'exerce les fonctions de cancérologue. Et j'ai une autre mission où je suis chargé de mission pour le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur au niveau de la Direction générale Recherche et Innovation. Et je m'occupe du périmètre du cancer au sein de ce ministère. Donc l'idée, c'est d'avoir une réflexion. J'ai organisé mon propos sous forme de questions-réponses. Et bien entendu, à la fin, vous serez déçus parce que je ne vais pas être en capacité de vous donner une stratégie ou des conduites à tenir, mais on va certainement ensemble s'aider à répondre à un certain nombre de questions. Alors la première question, c'est pour recentrer le débat, parce que quand on parle de coûts de médicaments, quand on parle de personnes âgées, de suite, on va vous dire, mais ça y est, l'assurance maladie veut rationner, veut restreindre l'accès à des produits de santé. Alors ce n'est pas de rationner, ce n'est pas de restreindre, c'est simplement de se poser des questions eu égard à un patient, une maladie et un coût pour la société. Alors, la diapositive d'après, la deuxième, c'est une diapositive que je traîne depuis à peu près 9 ans. Elle est assez parlante et vous allez voir qu'elle est d'actualité et elle se regarde de deux façons. Elle se regarde en 2016, quand elle a été publiée à l'ASCO par le docteur Schramm, qui a beaucoup travaillé en médico-économique. Et vous voyez à gauche Jimmy Carter, 90 ans en 2016. Et vous voyez un atteint d'un mélanome malin en situation métastatique, situation de maladie donc incurable. Et à droite, un jeune enfant atteint d'un lymphome non-Hodgkinien, un lymphome de l'enfant en situation de curabilité. De ces deux patients, l'enfant va mourir très rapidement car il n'aura pas accès à des produits dont le coût, si on voit toutes les cures, avec un bénéfice certain puisque c'est le caractère curatif, la guérison, à peu près estimé à 500 €, l'enfant va mourir assez rapidement. Jimmy Carter va avoir un traitement qui est les premières immunothérapies, nivolumab, pembrolizumab, qui sont sorties en 2015-2016, avec un niveau de prix au moment où elles sortent qui atteint les 100 000 €, enfin, voilà, des niveaux de prix qui sont très importants. Et c'est vrai qu'en 2016, on regarde cette diapositive, on se dit oui, on a un problème de valeur, c'est-à-dire qu'on va mettre un certain nombre d'argent pour sauver Jimmy Carter et on ne va pas sauver cet enfant. Et en 2016, c'est la réflexion que j'avais. Et puis en préparant ce diaporama, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu Jimmy Carter ? Et j'ai tapé sur Internet, j'ai regardé, Jimmy Carter décède il y a quelques mois, en 2024, à l'âge de 100 ans. Donc on est clairement sur une réflexion qu'on peut voir à deux niveaux, en 2016 et en 2024, et on est clairement sur un progrès que les Américains appellent outstanding. L'immunothérapie en cancérologie est un progrès outstanding, avec un résultat profondément outstanding, c'est-à-dire 10 ans de survie en situation métastatique. Cela permet de repositionner la réflexion que l'on pouvait avoir sur l'aspect éthique de cette proposition thérapeutique, puisque le bénéfice a été extrêmement important. Et vous verrez que les bénéfices en survie globale des produits de santé ne sont pas aussi importants habituellement. La diapositive suivante, donc, première question, est-ce que c'est cher ? Voilà, la réponse, elle va être assez facile. J'ai repris l'actualité, il y a un article du Monde qui est paru en avril 2025, Zelila Jaffine, qui a pris un peu ce qui se passait pour le pembrolizumab. Donc le médicament qui est un des médicaments qui a eu l'impact budgétaire, un gain le plus important pour les pharma, on peut parler de Keytruda, donc un laboratoire américain de Merck Sharp, qui a célébré en septembre 2024, souvenez-vous, la diapositive d'avant, le début de Jimmy Carter, donc on est à peu près à 10 ans, son 10e anniversaire. Il a rapporté donc à cet industriel 130 milliards de dollars, 114 milliards d'euros. Donc, médicament le plus vendu, on revient sur l'histoire de Jimmy Carter. Et puis, donc, il est devenu, il y a 3 ans, le premier traitement dans l'histoire de la pharmacopée hors vaccin contre le Covid-19 à avoir atteint le chiffre d'affaires dépassant de façon annuelle 20 milliards de dollars. Un montant record qui n'a cessé de pulvériser. En 2024, les ventes ont frôlé les 30 milliards de dollars.
Et là, vous avez à droite, alors je n'ai pas pris, je me suis arrêté à 2019, mais vous inquiétez pas, toutes ces courbes qui regardent le prix des médicaments, elles ne font que monter de façon exponentielle. Et là, vous avez donc une étude là, sur combien ça coûte par continent ou par pays. Et vous voyez Suisse, États-Unis, Canada. Vous arrivez en 2019 à des chiffres pour la Suisse à 1,4 milliard de dollars, 80 milliards de dollars pour les États-Unis, 3,9 pour le Canada. Et CEPMB, c'est un conglomérat de pays, 11 pays, des pays européens, des pays nord-américains, des pays d'autres continents, qui affichent leurs prix et qui essayent de voir un peu l'évolution de ces prix. Donc vous voyez une montée exponentielle. Oui, en effet, ces médicaments sont-ils coûteux? Oui, ils sont coûteux. La question suivante qu'on se posera un peu plus tard dans cette présentation, c'est en a-t-on pour son argent? Alors, les médicaments innovants sont-ils coûteux? Donc on revient sur la France, la particularité. Alors la France est dotée d'un système. On est souvent plaintif par rapport à notre système, mais il faut savoir qu'on a un système de santé et d'accès à l'innovation avant l'autorisation de mise sur le marché qui est particulièrement performant. C'est-à-dire qu'on a des procédures réglementaires qui font qu'on a accès à des médicaments avant que l'AMM arrive. C'est une partie, ces médicaments, quand ils ont l'AMM, sont pris dans la liste en sus. Et la liste en sus, ça permet aux hôpitaux comme nous de ne pas payer le médicament sur un GHS. Parce que si vous payez le médicament sur un GHS, vous n'avez plus d'argent pour produire le soin, payer vos soignants. Donc ces médicaments, ils sont dans une poche à part. Ils sont payés par l'assurance maladie à part. Ça s'appelle la liste en sus. On fait un petit paquet et je paye les médicaments sur la liste en sus. En 2022, les 72 médicaments anticancéreux de la liste en sus représentaient 74% des dépenses effectuées pour cette liste, alors qu'il s'agissait un tiers des médicaments. Le message clé ici, c'est qui coûte très cher en termes de produits de santé, hématologie, oncologie, en numéro 1. Qui produit le plus en études, en AMM, en autorisation de mise sur le marché, qui produit le plus en avis scientifique au niveau des agences européennes, hématologie, oncologie, à peu à plus de 50%. Et en 2022, vous avez 244 000 patients qui avaient reçu un médicament anticancéreux innovant contre 180 000 en 2018. Vous avez une progression de 75%. Cette progression de 75%, elle est aussi liée à une réforme de l'accès à l'innovation, l'arrivée des accès précoces 1 et 2, qui ont fait qu'il y a une inflation encore d'accès à ces médicaments. Le coût moyen d'un traitement anticancéreux, donc en haut, vous mettez les immunothérapies, en bas, vous mettez des traitements anciens, vous arrivez à 14 000 € par an pour un cancer actif. Certains médicaments, le pembrolizumab, 72 000 € par patient et par an. Les thérapies comme les carticelles, je vous décris les prix, c'est 320 000, entre 320 000 et 350 000 € l'injection, mais avec des bénéfices qui sont conséquents. De tout ça, il faut qu'on essaye de réfléchir comment on avance. Donc la Cour des comptes recommande une évaluation. Ça ne fera que la énième évaluation sur le prix des médicaments où on arrive à dire à la fin, c'est cher, mais on n'arrive pas vraiment à faire baisser le prix des médicaments. Donc je pense que je vous ai convaincu pour vous dire qu'ils étaient innovants, oui, qu'ils apportaient un bénéfice, oui, mais ils restent coûteux. Mais finalement, de tout ça, pour nos patients, finalement, est-ce qu'il y a un bénéfice? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos malades dans tout ça? Est-ce qu'on fait des progrès pour le cancer? C'est la question qui revient. Il faut quand même que vous le savez. Oui, de façon factuelle, nous faisons des progrès très importants, outstanding, dans le traitement du cancer. Et nous faisons des progrès et ça se traduit par deux choses. C'est surtout, une première chose, c'est la diminution de la mortalité. La diminution de la mortalité, elle a diminué de 10% entre 2010 et 2020. Et il y a même une autre étude qui est sur la période 2020-2025 qui vient de sortir dans Annales Oncologie qui montre que vous avez encore une diminution de 3,5% de la mortalité. Donc on peut dire à nos patients, oui, la mortalité diminue. Alors le problème, après on va y venir, c'est le problème de la soutenabilité. Vous avez la mortalité qui diminue et vous avez l'incidence des cancers qui augmente. Donc vous avez plus de patients cancéreux à soigner. Donc ça rejoindra le problème d'après de soutenabilité. Comment fait-on pour soigner de plus en plus de patients qui vivent plus longtemps et qui sont de plus en plus nombreux? Pourquoi on fait des progrès? Il y a 3 thèmes majeurs. Prévention. Bien que la France soit mal classée sur les 3 cancers majeurs, côlon,
sein et col utérin, avec moins de 50% de participation au dépistage. C'est un sujet d'actualité, mais prévention. Le traitement, on en a parlé, et puis détection précoce des cancers. Donc on fait des progrès. Alors, c'est vrai qu'on va s'interroger sur nos attitudes, nos prescriptions. Et c'est vrai que nous, médecins, on a tendance à dire, et je crois que ça reste, qu'on a un peu la science, c'est nous, la bonne indication, c'est nous. Nous travaillons à la lumière de recommandations de sociétés savantes et donc nous n'avons pas l'habitude de nous interroger sur la pertinence de nos prescriptions. Mais certains le font. Alors j'ai pris le rapport de Dominique Polton avec qui j'avais travaillé, qui est un personnage brillant qui travaillait beaucoup sur l'économie de la santé. Il faut savoir que la non-pertinence, ça a deux aspects. C'est l'overuse, faire trop. Est-ce qu'il faut trop? Est-ce qu'il faut dépister? Et puis l'underuse, ne pas utiliser les bonnes procédures thérapeutiques. Donc il y a une enquête de l'OCDE de 2017, alors les chiffres varient, mais qui estime qu'il y a 1/5 des dépenses de santé qui sont inutiles. Et puis vous en avez une autre, Institute of Medicine, qui évalue à 30%. Quoi qu'il en soit, on peut s'interroger sur la pertinence de nos mesures thérapeutiques et il semble que parfois, nous ne sommes pas toujours pertinents. Ça, c'est ce vers quoi, quand j'ai dit au début, il faut, c'est pas de la restriction des soins, c'est réfléchir aux bons soins, au bon moment, aux bons patients. Et ça, c'est ce sur quoi il ne faut pas arriver, mais ça existe. Donc là, je vous mets une diapositive, c'est les recommandations américaines NCCN, qui ont la particularité d'être, pour l'instant, mais avec ce qui se passe, on ne sait pas, mais particulièrement pertinentes. Et il y a des recommandations en fonction du PIB du pays. C'est-à-dire que pour des pays qui ont des difficultés à avoir de l'accès aux soins, ils ont proposé des recommandations. Alors, je ne sais pas si vous saviez que ça existait, mais ça existe. Et vous voyez qu'en fonction du PIB, j'ai pris la leucémie aiguë, vous avez les nouveaux traitements qui disparaissent. Vous avez donc les traitements un peu plus anciens de combinaison de chimiothérapie qui restent. Vous avez la biologie, la mesure, qui est un outil biologique de mesure de la maladie résiduelle qui disparaît. Donc vous avez, il faut savoir qu'il existe quand même des recommandations qui sont faites pour des pays qu'on va dire avec une difficulté d'accès aux soins. Je pense que c'est avant d'en arriver, l'objectif c'est de ne pas en arriver là, mais c'est justement de susciter une réflexion pour ne pas en arriver là. Est-ce que tout ceci est soutenable? C'est-à-dire qu'on peut dire, on a des médicaments, on a des patients, de plus en plus de patients, allons-y, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va continuer à y arriver? Alors il y a un problème de soutenabilité. Donc j'ai pris quelques exemples. Vous voyez là à gauche, c'est la pyramide des âges en Isère. Et le rouge, donc, c'est ce qui va arriver donc, à horizon dans les 20 prochaines années. Donc, dans les projections INSEE, vous le savez, vous avez un vieillissement de la population française avec une augmentation de la proportion des patients âgés de plus de 65 ans et plus. Donc, en 2030, près d'un tiers de la population de Grenoble sera âgée de plus de 60 ans. Et vous mettez toujours en parallèle démographie médicale, baisse continue du nombre de médecins généralistes, même s'il y a des réformes qui sont mises en place. Donc, bien évidemment, plus de patients âgés, moins de personnes pour les traiter. On peut au moins se poser la question de la soutenabilité. Est-ce que ce problème est franco-français? C'est vrai qu'on a tendance à dire « c'est la France, c'est là ». Non. Le problème de la démographie médicale est clairement un problème international. D'ailleurs, les Américains ont tendance à piquer les infirmières dans d'autres pays. Ils ne se gênent pas. Donc, c'est vraiment un problème européen, mondial. Et l'OMS s'est alertée sur la crise. Donc la crise européenne du personnel santé n'est plus une menace imminente, elle est ici et maintenant. Les professionnels de soins de santé réclament de l'aide et du soutien. C'est dit par le directeur général régional de l'Organisation mondiale de la santé. Et en 2023, les représentants de 50 pays européens ont produit, ce que je vous invite à lire, la déclaration de Bucarest sur les problématiques de soutenabilité des ressources humaines en médecine, dans les hôpitaux. D'après l'OCDE, les pays de l'UE sont confrontés à un déficit actuellement, à la diapositive à peu près un an, 2 millions de déficits, médecins, infirmières et autres personnels de santé.
Donc on peut regarder, alors je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais au niveau, vous voyez, le taux d'infirmières, on est en dessous de la moyenne Europe pour les infirmières, 858. On est largement en dessous pour les oncologues, 1,52,378. Et par contre, on est au-dessus pour les appareils de radiothérapie. Et puis je sais que vous avez pu vous équiper de façon très pertinente en radiothérapie, mais il faut savoir qu'on est plutôt au-dessus au niveau de l'Europe. Donc soutenable, j'espère vous avoir montré qu'il convenait d'envisager des problèmes de soutenabilité en termes de ressources humaines, financières, vis-à-vis de l'augmentation des patients exposés au traitement. Alors, pour prendre des décisions, il faut mesurer, c'est-à-dire il faut avoir des critères quantitatifs. Alors on les connaît pour certains, mais on ne les connaît pas tous, parce que ce qu'on va vous dire, ce qu'on entend, moi, le médicament à l'AMM, je n'ai pas de questions à me poser, je l'utilise. Mais après, on peut l'utiliser, mais aussi quand même prendre un peu de recul et essayer de voir, de décrire des métriques sur la valeur ajoutée d'un produit de santé. Alors, je vous l'ai décrit rapidement, mais il faut bien comprendre, un médicament, il a une AMM, et il a une AMM parce qu'il a un BR qu'on appelle positif, bénéfice-risque. Il faut savoir que ce BR, il n'est pas comparé à notre stratégie. Un médicament va avoir une AMM si son comparateur, s'il fait mieux que le comparateur. D'où le problème éthique du bon choix du comparateur dans un essai clinique. Mais heureusement, nous avons des CPP pour veiller à l'éthique des projets, des essais thérapeutiques. Mais disons qu'un BR positif implique AMM, autorisation de mise sur le marché. Et puis après, l'AMM est européenne. Tous les pays européens ont une évaluation qui est au niveau de l'EMA, au niveau de... Alors c'était à Londres, ils sont passés en Hollande, je crois, oui, à Amsterdam. Mais après, il y a est-ce que je vais payer, combien je vais payer, et si je vais payer, je vais essayer de mesurer le bénéfice-risque relatif. Ça veut dire quoi ? J'ai un bénéfice-risque positif pour mon médicament, mais je vais voir si la stratégie A fait mieux que la stratégie B. Et donc, vous arrivez sur les critères de la Haute Autorité de Santé de remboursement du produit de santé, service médical rendu suffisant, modéré, important, qui permet une prise en charge, parce que le médicament semble faire mieux qu'une autre stratégie. Et l'ASMR, c'est du comparatif, c'est est-ce que le médicament A fait mieux que le médicament B ? Et s'il fait mieux que le médicament B, je vais avoir un ASMR qui va de 4, 3, 2, 1, alors rarement 1, mais c'est les meilleures notes. Mais dès que vous avez un ASMR 4, alors excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est dès que vous avez une note de 4, cela veut dire que vous faites mieux que le voisin, et donc vous allez avoir un prix supérieur. Et il faut savoir que le prix, il est décidé par l'industriel. C'est-à-dire qu'à partir d'un ASMR 3, l'industriel peut décider un prix européen et ce prix sera rediscuté après. Mais dans le lancement, c'est lui qui décide le prix parce qu'il a un bon ASMR. Et c'est important de savoir qu'en Europe, la France fait partie des 4 pays majeurs où les médicaments sont lancés. En plus, ils sont lancés précocement. Donc pour les industriels, ça reste un territoire stratégique. Et puis, vous avez un peu plus loin des sociétés qui sont intéressées à la valeur ajoutée d'un produit de santé, qui ont fait des échelles. Donc, il y a des échelles américaines, il y a des échelles européennes de l'ESMO, et puis il y a le NCCN aussi qui fait son échelle. Alors, je ne veux pas vous embrouiller, mais l'idée, c'est simplement que je vous dise, vous avez le bénéfice-risque, et après, vous essayez de mesurer la valeur ajoutée du produit de santé, et cette valeur ajoutée du produit de santé en termes de réponse thérapeutique, en termes de survie, combien vous allez la monnayer. Alors, on ne va pas dans les détails, mais c'est juste pour vous dire, ces scores sont rassemblés ici. Juste là, vous avez les hasards ratios d'avantages en survie. Voilà, je ne viens pas dans les détails, mais sur la droite, j'ai quand même mis tous les prix des produits, vous voyez, par mois, etc. Et là, vous avez les hasards ratios. Mais quand même, ce qu'on voit dans ce schéma, c'est qu'on a du mal à trouver une relation, une corrélation entre le produit, le prix. Et donc, il y a un projet européen qui s'appelle HTA, Health Technology Assessment. C'est comme au niveau du bénéfice-risque, il y a un projet européen qui vise à harmoniser au niveau de l'Europe la décision conduisant à l'acceptation, à la prise en charge du produit par la solidarité nationale. Donc, c'est un projet européen qui est en cours.
Alors, il y a deux termes techniques, mais je pense que c'est vraiment important de se les approprier pour avoir une réflexion, je dirais, médico-économique. Je vais essayer d'en décrire un, un deuxième, c'est le CALI. Le CALI, c'est un indicateur médico-économique pour utiliser la valeur des traitements médicaux. Il combine la qualité de vie en un seul chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire un CALI? C'est le prix que vous allez mettre pour permettre à une personne d'être en vie pendant 1 an en bonne santé. Si elle est en vie pendant 1 an dans une santé moins bonne, votre CALI va être de 0,5, va être dégradé. Et donc ça, c'est un indicateur de coût d'une prise en charge. Alors, ce qui est très intéressant, alors la diapositive, on y reverra après, mais le CALI, c'est une unité, et finalement, le CALI, juste après, si vous pouvez aller sur la diapo, et puis je reviendrai sur celle-là. Je veux dire qu'ici, vous avez le rapport. Ce qui est important, c'est le coût du produit, du nouveau produit versus l'ancien produit, et en bas, vous mettez l'efficacité. Donc, on appelle ça un ratio entre le coût du produit et son efficacité. Et le ratio se donne en CALI. Bon, on revient à la diapositive suivante. Mais en gros, c'est combien la société va vouloir payer pour atteindre ce CALI. Et alors là, c'est intéressant parce qu'on voit ce qui se passe au niveau des pays. Et vous voyez que la France est un des premiers pays qui considère son niveau d'acceptance du CALI est élevé. Il va jusqu'à 147 000 € à 200 000 € pour une année de vie en bonne santé. Au Royaume-Uni, on les connaît, ils sont beaucoup plus restrictifs sur l'accès aux soins, sur la pertinence du soin, sur les campagnes de prévention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des patients venir en France. Ils ont un CALI qui est beaucoup moins important, entre 20 et 30 000. L'Espagne, entre 27 000 et 34 000. L'Allemagne, 50 000 et 100 000 € et l'Italie, entre 50 000 et 100 000 €. Donc on a un niveau d'acceptation du CALI en France qui est quand même assez important, de 147 000 €. C'est en train de changer. On était dans des réunions européennes au niveau de la prévention et moi, pour la première fois, j'ai entendu les représentants du ministère de la Santé de parler de prévention, mais de dire prévention, mais ceux qui ne font pas en sorte d'être dépistés ou ceux qui ne font pas en sorte de suivre les conseils qui permettront d'éviter l'apparition d'une maladie pourraient être sanctionnés. Alors, je mesure mes mots, mais j'ai entendu cette question et les pays européens vont répondre à cette question de savoir est-ce qu'on doit faire autant pour un patient qui suit les conseils, toutes les bonnes règles pour éviter la maladie, et est-ce qu'on doit essayer d'intervenir pour celui qui ne souhaite pas les suivre. J'ouvre le débat, mais la question se pose, je ne l'avais jamais entendue avant. Alors, on avance rapidement. Là, c'est une diapositive. Je ne sais pas si vous savez combien est la valeur médiane d'avantage en survie. C'est-à-dire que quand vous faites un nouveau médicament, combien en moyenne vous allez apporter à un patient d'avantage en survie? Sur une étude de 2019, en général, c'est 3 mois. Alors peut-être que vous imaginiez 2 ans, 1 an, 2 ans, mais si vous prenez une médiane des avantages en survie globale, l'utilisation de ce produit me donne un avantage en survie globale. En médiane, c'est à peu près 3 mois. En a-t-on pour son argent? C'est-à-dire que, on paye et est-ce que, vous voyez, il y a vraiment zéro corrélation entre le bénéfice d'un médicament, que ce soit en survie globale, etc., et le prix. Quand les industriels vous disent que voilà, la valeur ajoutée, etc., le prix est mérité, etc., c'est du pipeau complet. Ce qui guide le prix des produits de santé, c'est le niveau d'acceptation du pays qui va payer. C'est-à-dire que l'industriel, je ne sais pas qu'il n'y a pas trop d'industriels, mais ils vont mettre le maximum qu'ils peuvent avoir. Et aucune corrélation. Alors, 3 exemples rapidement de la médecine. On revient un peu au sujet âgé. Je vous ai pris 3 exemples pour mettre en perspective tout ça. Vénétoclaste vidaza, c'est un peu comme Jimmy Carter et le pembrolizumab. C'est haute valeur ajoutée, clairement un changement de paradigme.
C'est des patients qu'on ne pouvait pas traiter, là qu'on va traiter avec un bénéfice qui est clairement individualisé. La médecine de précision, tout le monde parle de la médecine de précision, tout le monde veut faire de la médecine de précision, mais il est intéressant de se demander, cette médecine de précision pour tout le monde, est-ce qu'elle est intéressante pour le malade unique que je suis? Vous verrez qu'en maladie réfractaire, le malade unique que je suis a un intérêt tout à fait limité à participer à une médecine de précision. Alors, je vous ai pris le plus caricatural des produits de santé qui a été accepté il y a à peu près une dizaine d'années, dont le bénéfice est de 2 jours ou 3 jours en survie globale, qui est un médicament dans le cancer du côlon métastatique. Alors, je passe sur Venetoclax Vidaza, j'essaie de vous mettre en perspective. Donc, j'ai essayé de passer, mais je reviens, si on revient, SMR important, ça veut dire remboursement. À SMR 3, c'est une très très bonne note. Il y a vraiment un bénéfice du produit de santé avec un avantage donc en survie de 5 mois. Ça ne vous paraît pas beaucoup, mais c'est important. Et c'est important dans la dynamique, c'est-à-dire qu'on a des bénéfices en survie qui s'accumulent. Il y a un bénéfice incrémental, 5 mois, puis d'autres thérapeutiques qui arrivent. Donc, ce n'est pas négligeable. Le prix, 112 comprimés à 100 mg, la posologie est de 400 mg. Vous arrivez donc à 4 800 € et le Cali dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc vous arrivez à un Cali global du médicament à 160 000 € et pour les 2 indications, donc la leucémie du sujet âgé entre 20 et 30%, vous avez 200 000 € pour permettre à un patient de rester en vie 1 an de plus en bonne santé. Et puis, pour une autre indication, à 156 000 €, vous voyez qu'on est dans les chiffres d'acceptation de notre pays. Mais ces outils, dans les recommandations des sociétés savantes, sont inconnus, peu utilisés et peu considérés, alors qu'on a une haute autorité de santé et une commission médico-économique du médicament qui fait un travail formidable sur l'évaluation de ces produits. Je vais juste après vous parler de la médecine de précision. Vous partez de 741 patients, vous avez à peu près 45% de patients à qui vous allez trouver un événement biologique. Si vous avez trouvé un événement biologique, il faut accès à la molécule, donc vous allez dire 10 à 20%. Mais je vous donne juste les chiffres quand même. C'est une étude qui vient d'être publiée. 1% de réponse, un patient qui a une réponse complète sur 741 au départ et 4 patients qui ont une réponse partielle. Donc la médecine de précision, oui, on en a besoin pour faire des progrès, mais si vous avez un patient devant vous qui vous demande l'intérêt particulier pour vous en situation de maladie réfractaire, peut-être avoir l'honnêteté de lui dire que le bénéfice est aléatoire. Je vais terminer juste sur quelques notions. On est dans si vous voulez, dans la réévaluation de la stratégie décennale, deuxième partie, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'INCa. Donc on est dans une phase de réflexion, qu'est-ce que c'est la cancérologie en 2030 ? Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il y a eu des progrès, que par contre, en termes de soutenabilité, on a intérêt à se poser des questions, que les produits de santé restent chers, que nos prescriptions ne sont pas toujours pertinentes, qu'on a des outils pour mesurer la quantité d'effets et que, je dirais un peu vulgairement, ce n'est pas bon marché, que par rapport au prix, on n'a pas toujours le bénéfice et que vraiment, un des thèmes majeurs de ces prochaines années, c'est probablement cette notion de health économique. Et c'est d'ailleurs un des thèmes majeurs qui a été retenu par l'Institut, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, pour les années qui viennent. Désolé d'avoir été un peu long.